J'ai acheté ça et dans quelques semaines, je pars avec par les chemins pour 8000 km à travers 8 pays, 100% par le Trans-Euro-Trail et en solo. Le problème, c'est que pour l'instant, cette moto, personne ne l'a jamais vraiment testée dans des conditions difficiles. Si elle casse au Kosovo, déjà d'une, je vais me retrouver vraiment très seul. Au pire, je pousse. Je vais pousser longtemps. Je voyage comme un clochard tout-terrain, c'est-à-dire que je me lave dans les rivières, je dors dans les fossés et 90% du voyage se fait en bivouac. Bon là du coup on est un peu sur de la clochardisation premium. Un choix de moto aussi déplorable que stupide, me diras-tu peut-être. Si tu t'attendais à ce que je fasse un choix rationnel pour un voyage comme ça, là on n'y est pas du tout, je te l'accorde. Aujourd'hui, premier essai de la F450 GS. Je vais essayer de t'expliquer pourquoi je l'ai acheté, pourquoi c'est une moto qui m'intéresse et pourquoi j'ai peut-être fait une connerie en achetant ça. Bon, le plus important pour moi évidemment ça va être de savoir si j'ai fait une énorme connerie ou pas, mais je pense que ça va être relativement vite vu. Donc déjà première chose, au relevé de béquille c'est vraiment très léger, on sent que le poids a l'air placé plutôt bas et pour moi il y a une différence de poids déjà au relevé de béquille par rapport à la concurrence des 450 bicylindres. On sent que c'est une moto légère. Tiens, je te montre un truc direct. Un truc vraiment pas naturel pour moi. Voilà, tu tiens la moto du bout des doigts et hop. Ouais, c'est très étrange, c'est clair. Ça fait un choc, 30 ans sur des motos et tu mets la première sans en débrayer, c'est un véritable traumatisme pour moi. Alors quand tu montes dessus, le premier truc c'est que tout est très fin sur cette moto. La bulle est très fine, donc à mon avis on en prend plein la gueule. C'est la bulle rallye dessus de la version Trophy. Mais aussi le réservoir est quand même très étroit par rapport à ceux de la concurrence et aussi plutôt bas. La KLE, tu sais, il remonte énormément parce que tu as une très grosse boîte à air, comme c'est un moteur de route sur la KLE. Là non, tout est très fin, même au niveau des repose-pieds c'est très fin. Il y a vraiment une grande impression de finesse, ouais, ça fait plaisir. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est extrêmement bien fini et j'ai la joie de constater que le réservoir c'est du plastique, donc je vais pouvoir la jeter dans les cailloux sans que ça me coûte 5000 balles. Et ça, c'est plutôt positif. Ces derniers temps, j'ai commencé à avoir des idées un peu délirantes. C'était un peu angoissant même. Je me voyais jucher sur une énorme GS 1300, sur des pistes DFCI ultra plates ou sur la route du Lidl. Droit comme un i, la main gauche serrant fermement le levier dès que je croisais une autre moto. Mais c'était 32 000 et je suis pauvre. Puis 250 kg dans les pierres du Kosovo, franchement, je me le sentais pas trop, tu vois. Alors j'ai acheté la GS la moins chère que j'ai pu trouver. Et ça marche! J'ai fait 500 mètres avec, mais déjà, je commence à ressentir, tu sais, une espèce d'engourdissement dans la main gauche. Impossible de saluer qui que ce soit à moto. Fantastique. En plus, c'est génial parce que même paralysé de la main gauche, avec l'embrayage ERC qu'il y a dessus, t'as même plus à toucher au levier ou à bouger cette main. Ouais, c'est trop bien. Il y a une légèreté absolument incroyable que j'ai jamais ressentie sur un bicylindre avant. C'est aussi le fait que c'est une petite cylindrée, mais ouais, c'est 420 au lieu de 450, donc ça doit pas avoir d'impact. Il y a une immense légèreté et c'est génial. J'adore. Concernant le voyage, honnêtement, je suis pas bien sûr que ce soit une bonne idée. Ah oui, quand même, je sais que tu vas me le demander en commentaire. Évidemment, je vais pas partir avec ces roues. Je suis censé recevoir les jantes à rayons d'ici peu, j'espère. Alors oui, je détourne un peu l'usage de la moto. Déjà, quand tu la regardes, même si tu n'y connais rien, tu te rends bien compte que c'est pas une moto qui est destinée à un usage aussi extrême. Mais pour moi, si c'est une vraie GS, eh bien, elle doit pouvoir le faire. Tu sais, je me rappelle quand j'étais dans mon studio, je regardais les épisodes de Long Way Round et j'étais complètement fasciné. Impossible de décrocher. Bah aujourd'hui, c'est moi qui pars. Évidemment, je pars tout comme eux, mais sans assistance, sans véhicule suiveur, sans team pour filmer. Alors, il va pas falloir que tu t'attendes à de la grande réalisation et du grand spectacle. Tu sais, on a tous un peu une image mentale d'une marque de moto quand on aime la moto. Et pour moi, BMW, non, c'est pas les costumes 3 pièces et les allers-retours à la défense. Pour moi, et sûrement lié justement à cette vision de Long Way Round, c'est vraiment la robustesse et l'aventure BMW. Peut-être que je me trompe. Cette moto, elle est entièrement nouvelle chez BMW. Il y a absolument rien en commun avec les autres et dessus il y a des solutions techniques qui sont pour moi originales et innovantes, donc forcément ça rajoute une part d'inconnu. Je suis le premier à faire un truc comme ça avec cette moto et si j'ai un problème avec, évidemment, eh bien je serai très très loin du réseau. Alors ouais, sur YouTube c'est super, on se divertit, c'est génial, mais pour moi là dans ce choix il y a un véritable enjeu et pour moi là l'enjeu, eh bien c'est éviter de gâcher un voyage off-road que je prépare pendant un an, qui va durer 5 semaines et qui me tient énormément à cœur. Tu vois,
on est le 15 mai, il me reste encore quelques semaines. Si je vois que ça va vraiment pas avec dans les tests que je vais faire dans les semaines qui viennent, eh bien au dernier moment, il va falloir que je me trouve une autre moto pour partir. Mais il va falloir que je sache très vite. Là, il commence à y avoir urgence. Est-ce que je prends ce petit chemin, tu penses, qui est quand même bien pourri et qui peut être humide avec cette belle moto neuve? Moi, je pense qu'il faut y aller quand même pour être sûr. Et puis au pire, ce sera l'emmerdement maximum comme d'habitude. Tu vois là, avec une moto comme ça, on s'éloigne enfin très nettement de la catégorie des mid-size. Et on s'éloigne très nettement de la Ténéré 700. Eh bien moi, c'est ce que j'attendais pour acheter une 450 bicylindre. Parce que si c'est pour acheter une 450 bicylindre qui fait 14 kg seulement de moins qu'une Ténéré 700, ben, je commence à hésiter et peut-être à prendre une T7, tu vois. Là c'est 30 kg de moins qu'une Ténéré 700, donc la différence de poids, elle est flagrante. Il faudrait rouler avec les deux côte à côte. Ouais, c'est sec quand même de suspension. Tant amortisseur que fourche, il y a quand même une certaine sécheresse. Ouais, alors putain, en off-road, ça va être la guerre pour utiliser ça. Il y a vraiment du boulot, moi je te le dis. Oh là là, c'est une autre dimension quoi. Cet embrayage chelou là. Ah ouais, ça va bien, hein. Tu crois que ça va aller comment au Kosovo? Moi je pense nettement moins bien, mais ce n'est que mon avis bien sûr. Alors je te dis que c'est 30 kg de moins, mais en fait c'est un petit peu inexact, dans le sens où, oui, dans la configuration que j'ai là, elle fait 30 kg de moins, mais les jantes à rayon, elles t'ajoutent 2 kg sur la balance, de mémoire, hein. Attention, tu m'en voudras pas si je me trompe. Elles t'ajoutent 2 kg et l'embrayage ERC, il t'ajoute un peu moins d'1 kg. Donc cette moto, elle fait plus 181 kg tout plein fait que 178. Tu peux compter sur moi pour la peser avec le plein. Je vais m'en occuper pour le test complet. Mais déjà, quand même, je peux t'assurer que cette différence de poids, tu vois, 178 kg face aux 194 des concurrentes, eh bien, c'est flagrant. Alors il faudra attendre quand même un test complet hein, que je vais faire fin août, où je vais rouler avec chaque moto les unes après les autres pour que je puisse te donner un avis final. Mais ouais, il y a une très grande légèreté quoi. Cette vidéo, elle peut peut-être t'intéresser parce que cette moto, tu le sais, elle a déjà été testée par des journalistes ou des gros youtubeurs sur des présentations presse. Mais moi, là, de l'acheter moi-même, tu vois, ça me permet de sortir du cadre qui est défini par BMW pour les tests de leur moto. En plus, là, je vais pouvoir faire un essai plus long terme, du moins si je pars avec, et un essai plus poussé aussi. Je vais pouvoir l'emmener dans des conditions vraiment très variées. Alors par contre, si un jour je suis invité à une présentation presse par un constructeur un peu fou, je vais pas avoir l'air con. Comment je vais faire pour me justifier? Bon, t'auras oublié, je pense. Ouais, t'as pas tout vu hein, pour le moment sur la chaîne, mais j'ai testé en fait toute la gamme actuelle des 450 A2 bicylindres. J'estime que je connais maintenant assez bien cette catégorie. La gamme, il y en a pas beaucoup, il y en a deux. T'as la KLE et la MT. Et ça va donner lieu justement à un comparatif, j'espère, à la fin du mois d'août. Je te spoil un peu le test off-road de la MT 450 à venir sur la chaîne. La MT, c'est une moto avec laquelle je me sentirais de partir pour un voyage comme ça. Donc, si cette GS 450 est du même niveau en tout terrain que la MT 450, c'est gagné. Et eh bien c'est ce qu'on va voir. Tu l'auras compris, je suis pas du tout journaliste, mais par contre ça m'empêche pas d'essayer d'être le plus objectif possible dans mes tests et mes essais de moto. Ma subjectivité par contre, elle vient de ma pratique qui est un peu entre guillemets extrême, et aussi du fait que cette moto, elle m'a pas été prêtée, hein. Cette moto je l'ai achetée. Donc il y a forcément un petit peu plus d'affect. Important, je n'ai pas de partenariat avec BMW. Je n'ai pas d'avantage de quelque nature que ce soit, et j'ai commandé cette moto le jour de la présentation à l'ECMA en novembre 2025. Je l'ai commandé comme tout le monde en allant chez mon concessionnaire et je me suis pas présenté comme youtubeur. Je n'ai pas eu d'avantage client particulier lié au fait que je sois sur YouTube. C'était cher. Par contre, je tiens quand même à souligner que mon concessionnaire BMW Adventure à Périgueux a vraiment assuré, a vraiment été derrière moi depuis la commande de la moto. Et honnêtement, je pense avoir bénéficié du même accompagnement qu'aurait eu un client qui a acheté une GSA 1300 à 32 000 balles. C'est peut-être ça le premium, tu vois. Ce que je peux te dire déjà, c'est que la sonorité est vraiment très feutrée, très discret, hein. Ça, il n'y a aucun problème. C'est une sonorité assez originale. C'est pas un calage, on sent de suite que c'est pas un calage à 180 degrés. Et t'as pas le son rock hein, de la 450 MT et des moteurs à calage à 270 degrés. C'est très étonnant. Oh là là, mais l'embrayage, je vais avoir du mal à m'y faire. Hein.
c'est assez traumatisant pour moi. Donc la séquence d'allumage dessus, de ce calage à 135 degrés, c'est 2 explosions, puis un tour de vilebrequin. C'est d'après eux, d'après BMW, censé favoriser l'explosivité et la traction. Pour l'instant, je ne sais pas. On verra bien comment ça se passe en off-road. Ok, le moteur, donc le moteur, c'est un calage à 135 degrés. C'est un calage moteur absolument unique dans le paysage motocycliste. Et c'est vraiment la première innovation, tu vois, qui m'a intéressé sur cette moto. Ah, sur route, c'est cool, hein. Il y a vraiment du couple, hein. Il y a du couple pour un 420 bicylindre, hein. T'attends pas à un 1300 quoi. Mais tu vois, je suis en rodage avec et c'est agréable à utiliser. Entre 3 et 6000, c'est parfait. Alors je suis pas monté, j'ai pas été voir ce qu'il y a au-dessus, hein, mais il n'y a pas besoin de plus quoi pour le moment. Je te cache pas que j'en ai un petit peu marre des bicylindres calés à 270 degrés. Tous les constructeurs nous servent ces moteurs là. C'est des excellents moteurs qui ont d'ailleurs une très bonne sonorité et qui ont du couple à bas régime. Mais bon, j'avais envisagé d'essayer un peu quelque chose d'autre. Sinon, alternative, c'est le calage à 180 degrés tout à fait classique hein, de la KLE. Mais je dois reconnaître que ça me fait un peu moins vibrer. Enfin, si, ça me fait vibrer, mais pas dans le bon sens du terme. Ce que je sens de suite, c'est qu'il n'y a absolument aucun à-coup à la remise des gaz, et ça, eh bien, c'est absolument essentiel pour moi. L'injection est parfaitement calibrée, c'est très doux, c'est très souple, c'est très fluide, hein, tout est très souple en fait dessus. Et bien tout simplement parce que c'est un moteur qui a été développé avec les normes en tête, hein, je pense. L'objectif c'était que ce moteur, ce nouveau moteur chez BMW puisse passer les normes, donc Euro 5 Plus actuellement, mais très probablement aussi Euro 6. Et donc, eh bien, c'est beaucoup plus facile de faire un moteur avec une injection parfaitement calibrée quand on prend les normes déjà en compte au moment du développement. Au contraire de nombre de motos qui ont des moteurs eh bien, absolument pas prévus par les normes, et après les constructeurs essaient de s'y conformer autant qu'ils peuvent. Et malheureusement, quand la conception du moteur n'est pas prévue déjà à l'origine pour les normes, eh bien tu as un horrible à-coup. Et cet horrible à-coup, eh bien, il est très difficile à gommer. Ergonomie, selle à 845 mm, 1,81 m, pied à plat, même parfaitement à plat. Hein. Donc pour moi, la hauteur de selle est parfaite. Si tu veux aussi en option, tu as une selle rallye qui va remonter la selle de 2 cm pour 865 mm. Et tu as aussi une selle basse, je sais plus combien c'est, mais je crois que c'est 830 mm, il me semble. Pour moi, c'est une moto qui est accessible dès 1,70 m. Si tu fais moins d'1,70 m, il va falloir penser à la selle basse, plus les biellettes de rabaissement, je pense. La position est vraiment parfaite pour moi. Tu vois, le triangle repose-pied, selle guidon me semble vraiment adapté. Je suis à 1,81 m et je suis vraiment bien installé dessus. J'ai pas du tout les jambes trop repliées. Et ça, c'est un grand confort. Je trouve la selle ferme. Et déjà, je te le dis, la position debout, elle est excellente. On est légèrement penché vers l'avant. Moi je mettrai absolument aucune réhausse de guidon sur cette moto. On peut serrer la moto avec les genoux sur le haut de la selle, donc ça c'est vraiment parfait. Il n'y a rien qui gêne l'échappement. Il va falloir voir avec les bottes parce que le silencieux est quand même pas très loin. Si tu es sur l'avant du pied, oui, ça va te gêner au niveau du talon à droite. On va voir avec les bottes hein, un peu plus tard. C'est vraiment une première approche. Mais ouais, c'est très naturel. Quand tu montes dessus, premier truc, c'est que tu sens de suite que tu es moins dans la moto que la MT 450 par exemple. La MT, ce qui allait pas, c'était le triangle repose-pied, selle guidon, qui était vraiment trop refermé. Et moi, j'avais les jambes très pliées hein, sur cette moto. Là, c'est beaucoup plus ouvert et le poste de pilotage est vraiment très agréable. Ouais, tu veux que je te donne un avis sur la protection peut-être? La protection, il n'y en a pas. Voilà. La bulle elle est tellement courte et étroite que honnêtement ouais voilà, si t'es comme ça il y a de la protection quoi. Donc il n'y a pas de protection. Il faudra voir sur autoroute ce que ça donne. L'embrayage s'ouvre à en dessous de 3000, ouais. Entre 2005 et 3000 tours minute. Donc tu as vraiment cet effet scooter en fait quand tu pars avec.
C'est un peu choquant, hein, je te le cache pas. Faut que je te parle un petit peu de cet embrayage ERC qui n'est pas une option hein, sur la version Trophy. Il est de série dans le pack d'options Trophy. Waouh. Ah, les manœuvres au ralenti avec le ERC, c'est vraiment très bizarre. Surtout que là, tu peux pas forcer l'embrayage en fait. Oh là là, ouais, c'est étrange. Moi, ce qui m'inquiète, c'est deux choses. Le fait qu'il n'y ait pas de frein de parking sur cette moto. Donc, quand tu es en première, eh bien, la roue arrière n'est pas bloquée. C'est-à-dire que si tu stationnes la moto dans une pente, elle va descendre. Autre chose, si tu fais du off-road, tu te doutes bien que ça peut poser problème aussi dans certaines situations. J'évoquerai la question dans mon test off-road, mais si c'est un problème, cet embrayage ERC, je vais être confronté très rapidement. Et je pense pouvoir le déterminer, même ici en France, en tout terrain. Il faut que je le détermine en France hein, parce qu'il ne faut pas que ça pose vraiment un problème en tout terrain en Grèce, tu vois. Pour moi, cet embrayage, c'est quand même un immense confort et je pense pas uniquement pour un débutant. C'est vraiment très transparent et tu as moins de charge mentale en fait. Tu as quand même une action pour un débutant relativement complexe à accomplir en moins. Et c'est quand même très positif. BMW, c'est à ma connaissance la première marque à utiliser un système d'embrayage comme ça. C'est pas du tout eux qui l'ont inventé, c'est un embrayage récluse hein, que l'on utilise depuis bien longtemps en enduro. Donc un système centrifuge. Oui, à ma connaissance en grande série, c'est vraiment les premiers à faire ça. C'est osé. Je le qualifierais d'osé. Il est vraiment apaisant, tu vois, dans la conduite tranquille, en agglomération. C'est vraiment génial. Ma moto précédente, ça n'a absolument rien à voir. C'est une enduro électrique, c'était une Stark Varg X. Et c'est la première moto que j'ai eue sans embrayage, sans boîte de vitesse. Je te garantis qu'on s'y habitue extrêmement vite et que tu regrettes à aucun moment une boîte de vitesse ensuite. Du moins en enduro, c'était le cas. On va voir sur la GS. Ouais, cette Stark, elle était absolument géniale. En plus, sur la Stark, ce qui était incroyable, c'est que tu avais le frein arrière au guidon. Et ça, eh bien, en enduro, ça change tout. Moi, je regrette sur cette moto qu'ils aient pas mis un frein de parking, en fait. Un frein arrière aussi au guidon. Même en complément de l'embrayage, ce serait possible, tu vois, ou avoir un embrayage au-dessus, éventuellement. Ça aurait été vraiment pertinent. Et puis surtout, eh bien, avoir le frein arrière au guidon, ça aurait énormément simplifié les choses en tout terrain pour pouvoir bloquer la moto, tu vois, en pente tout particulièrement. Ouais, je me doute quand même déjà que l'absence de frein arrière au guidon va poser des problèmes. Je t'expliquerai dans la partie tout terrain pourquoi. Si tu fais du off-road, tu te doutes bien pourquoi. Tu vois, première approche, hein, la moto elle n'a pas roulé, mais pour moi cet embrayage centrifuge, ça peut être ou la meilleure idée de toute l'industrie, ou la pire idée. Parce qu'un récluse en enduro, quand c'est bien réglé, ça peut être fantastique. Mais quand c'est mal réglé, ça peut être absolument catastrophique. Tout simplement si la moto se met à dévaler les pentes en première parce que eh bien, l'embrayage reste ouvert, eh bien, ça pose un gros problème. Et je pense que ça fait très très peur. Une moto sur laquelle tu n'as pas de frein moteur, tu vois, en descente, ça va être absolument atroce. Donc j'espère que c'est réussi à ce niveau-là. Sinon, ce sera simplement pas utilisable en tout terrain. Et cette moto, elle a, pour moi, hein, une vocation quand même off-road. Moi, ce qui me pose question aussi au sujet de cet embrayage, c'est sa durée de vie. Et là, tu vois, je vois déjà que j'ai tendance à rester en 4 à 10 km/h tellement c'est souple. Et ça va poser un problème avec cet embrayage. Parce que le risque, c'est de le flinguer, hein, tout simplement. Parce qu'avec cette moto, tu peux partir en 6, hein, je suppose, hein, quasiment, depuis 0. Donc imagine un peu les contraintes sur l'embrayage. Et le truc, hein, tu le verras aussi au roulage, dès le départ, j'avais tendance à m'arrêter au stop en 4e et à repartir en 4e. D'ailleurs, à ce sujet, tu as une indication au compteur hein, qui te dit de baisser un rapport. Mais pour moi, cet embrayage, dans 90% des situations, c'est révolutionnaire. Par contre, dans les 10% restants, ça peut être bien la merde. Pourquoi j'ai acheté cette moto, on me demande
demanderas-tu peut-être? Eh bien, c'est très simple. Moi, ce qui m'a plu sur cette moto directement, c'est l'innovation. Quand j'achète une moto, tu vois, moi, je veux une expérience un peu nouvelle. Et là, j'estime que sur la GS 450, c'est le cas. Pour moi, il y a 4 éléments qui font vraiment se démarquer cette moto de la catégorie des 450 bicylindres A2. Déjà, ce qui est positif, c'est qu'ils se sont pas contentés de nous sortir une horrible copie de la 450 MT. C'est 6 000 € une 450 MT. Ils peuvent pas lutter frontalement sur le tarif, donc ils ont fait novateur. Et ces 4 éléments, c'est l'embrayage centrifuge type récluse que l'on utilise en enduro, l'amortisseur sans biellette. Ces 2 éléments qui peuvent être soit excellents en usage tout-terrain, soit absolument catastrophiques. Ah, il y a une immense légèreté, hein. Je te dis un truc direct, c'est très bizarre, l'embrayage est très étrange. Si tu t'en sers, tu vois, pour descendre un rapport, je sais pas, il y a un feeling très bizarre. On dirait que, ouais, il fonctionne, mais très près du guidon, en fait. Ah, c'est très étrange comme sensation. J'ai besoin de temps pour te donner des précisions, mais il a vraiment un feeling bizarre. Après cet embrayage avec la boîte centrifuge et ce shifter absolument parfait, tu n'as pas à l'utiliser, en fait. Jamais. Et à quoi il sert en fait cet embrayage, hein? Hormis pouvoir faire un wheeling ou gommer un trou, je vois pas trop, hein. Pour démarrer, ouais, tu peux pas démarrer en première, tu es obligé quand même de prendre l'embrayage, de toucher au levier d'embrayage pour pouvoir démarrer la moto. Mais sinon après, enfin au quotidien, tu t'en sers jamais quoi. Mais ouais, moi le truc c'est qu'en tout terrain, je vais m'en servir quand même beaucoup, ouais. Waouh, ah ouais, le shifter de fou, j'ai jamais eu un shifter comme ça sur une moto, c'est incroyable, hein. Je sais pas si tu sais, mais un réclus mal réglé sur une moto d'enduro, c'est un cauchemar, hein. C'est un cauchemar dans le sens où dans les descentes, ça devient un toboggan le truc, hein. Il n'y a plus aucun frein moteur. De la même manière, eh bien les amortisseurs sans biellette, ça peut être extrêmement bien ou ça peut être absolument déplorable, hein. Je pense particulièrement aux premières itérations du PDS chez KTM. Ces 2 éléments, plus le calage moteur, bien sûr, unique, et aussi, je dois bien le reconnaître, l'esthétique de la moto qui est pour moi très réussie. Alors si le moi du passé de mes 15 ans entendait ça, je pense qu'il serait totalement révolté parce que quand j'étais ado, les trails comme ça, c'était vraiment la moto des vieux bofs. Bah, les choses ont changé, tu vois, parce qu'en 2026, une moto comme ça, une 450 A2, bah, c'est une moto de jeune. Et la hype autour de cette moto, parce qu'il y a une sacrée hype, hein, je sais pas si tu sais autour, c'est pas les quinquas ou les cadres sup qui vont bosser à la défense qui la font. BMW, ils sont capables de prendre des risques en termes d'ingénierie et d'innovation, pour le meilleur comme pour le pire. Le meilleur, eh ben, je pense à la GS 1300, hein, qui est la meilleure vente moto, il me semble, en France. Et le pire, eh bien, c'est une 450, justement. C'est la 450X, leur modèle enduro qu'ils ont développé, je crois que c'était à la fin des années 2000. Je te spoil un peu la fin, ça s'est très mal passé. J'espère qu'il n'y a pas une malédiction sur les 450 chez BMW, parce que sinon, je suis dans la merde. Le rapport poids-puissance est très intéressant sur cette moto, et c'est ce qui m'a fait l'acheter. Le mec est complètement con, il a acheté une moto sur une fiche technique, te diras-tu. Tu as raison. Rapport poids-puissance intéressant parce qu'il est pile à 3 kg près, hein, tu m'excuseras, il est pile à la limite du permis A2. 178 kg pour 48 chevaux. Pour moi, en termes de puissance, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de plus. En tout terrain, je vois pas qu'il y a besoin de plus de 48 chevaux. Par contre, le poids, je suis moins sûr. Hein, ça reste lourd. Hein. 178 kg, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est 16 kg de plus qu'une KTM 690 Enduro. La seule qui va égaler les valeurs de la GS 450, c'est la KTM 390 Adventure. Mais par contre, eh bien, c'est un monocylindre. Donc tu n'auras jamais l'agrément d'un bicylindre. Ah, et l'injection est très moyenne aussi sur la KTM 390 Adventure, même s'il y a eu des améliorations ces derniers temps. Uniquement basé sur la fiche technique, hein, parce que ça je vais avoir besoin de temps pour le dire, et d'avoir une utilisation tout-terrain de la moto. Sur la fiche technique basée sur le poids, hein. Cette moto, elle est plus proche d'une 690 Enduro ou d'une AJP PR7 que d'une KLE 500 ou une CF Moto 450 MT. En termes de poids, on est plus proche des 165 kg d'une AJP PR7 que des 194 ou 196 même de ses concurrentes. Alors on est plus proche, mais de peu. Et ça, c'est uniquement basé sur la fiche technique. Parce qu'en pratique, cette moto n'est absolument pas dans la même catégorie qu'une AJP PR7, que j'ai essayé d'ailleurs et que tu verras très bientôt sur la chaîne. Moi j'ai l'impression que les constructeurs ils commencent à comprendre que ce qu'on veut c'est de la légèreté en fait, qu'il faut travailler sur le poids. Alors certes, ça coûte cher, effectivement. Par exemple les carters sont en magnésium, c'est pas un hasard. Ils ont cherché à alléger cette moto, et alléger une moto, oui,
ça coûte cher. Un constructeur qui développe une moto comme ça à l'économie, ça va faire une moto qui est lourde et une moto qui va se rapprocher du poids des trail mid-size en fait. Là, on a officiellement le bicylindre le plus léger du marché. Bon allez, c'est ma moto, il faut le faire. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que ces crash bars sont vraiment bien parce que ça évite que les plastiques de la moto tapent. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ils sont quand même élargis et ouais, c'est pas mal du tout. Bon, ça fait un peu mal quand même, hein, mais c'est pour la science. C'est une enclume. Pas de surprise, c'est lourd à relever, c'est pas une 690 enduro là ou une Z4S. Hein. Ça, tu vois, c'est un élément qui est pour moi très positif et qui marque un petit peu plus l'affiliation justement avec sa grande sœur, la GS 1300. Ces motos, elles ont bien des inconvénients effectivement en off-road, hein, les grosses GS, mais par contre le fait qu'elles tombent sur les cylindres comme ça permet bien de les relever beaucoup plus facilement malgré le poids. Ça évite qu'elles tombent trop bas et qu'elles viennent détruire l'habillage, les plastiques et le réservoir. Bah ouais, c'est une très bonne idée de mettre des crash bars, des protections de moteur comme ça qui permettent d'éviter de bousiller directement le réservoir. Alors évidemment, si tu tombes un peu fort et que la moto vient basculer au-dessus du crash bar, là c'est mort, hein, tu vas tout plier, c'est sûr. Moi personnellement sur cette moto, je vais pas monter des crash bars hauts, c'est déjà assez lourd comme ça suffit, je vais pas en rajouter. En fait, je comprends pas pourquoi tous les constructeurs font pas quelque chose comme ça, peut-être parce que les protections moteurs comme ça fait moto-école. Moi personnellement, j'en ai rien à foutre hein, que ça fasse moto-école, j'ai rien à prouver. Hein. Allez, je te montre un petit peu les détails de la meule. Donc cadre acier bien sûr, intéressant, boucle arrière démontable, très utile si tu fracasses la meule quelque part, tu as tordu la boucle arrière et que tu as besoin de la changer. Ça t'évite de devoir changer tout le cadre et de passer la moto épave. Oui, tu peux éventuellement le souder en cas d'extrême nécessité. T'inquiète pas, tu trouveras toujours un Albanais pour souder ça. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit que le silencieux, il est accroché au repose-pied passager par une patte en aluminium qui devrait se tordre. Ça doit être pas mal. Et le silencieux va venir frotter ensuite sur le bras aussi. Ça évite de tordre directement cette partie-là. Donc ça c'est pas mal, je pense que ça fait fusible ça. Contraire de la T7. Ouais, c'est très sec de suspension. Alors oui, sur cette version Trophy, tu as les suspensions sport. Eh bien les suspensions sport, moi je te garantis qu'elles sont fermes. Hein. De Dieu. Suspension, eh bien suspension 180 mm de débattement à l'avant et à l'arrière. Personnellement, je préfère 180 mm d'excellente suspension que 260 mm de suspension entrée de gamme Showa. Honda CRFL, suivez mon regard. Bon, pour l'instant, je peux rien te dire dessus, hein, honnêtement, il va falloir attendre. Bon, évidemment, si c'est 180 mm de suspension de merde, bah là, c'est la double peine. Hein. Alors la moto, là, elle a 4 km, hein, donc... Évidemment, les suspensions sont aussi relativement sèches, tu vois, sur les petites cassures. Tu dois d'ailleurs l'entendre à ma voix un peu chevrotante qui semble sortir directement des années 30 et d'un poste radio. Oui, c'est relativement sec. La garde au sol, eh bien la garde au sol, elle est bonne. La garde au sol, c'est 220 mm, donc c'est exactement la même garde au sol que la 450 MT. C'est une valeur cohérente avec le segment, donc on devrait un peu moins entendre sonner les cloches qu'avec la Kawa. Alors oui, 220 mm, c'est quand même pas non plus exceptionnel, hein. Ça suffit dans la plupart des situations, mais pas toutes. Loin de là. Alors le freinage, je suis un peu dubitatif parce que ça freine vraiment très fort. Ça freine clairement comme une moto de route. C'est un... Alors j'y connais rien en moto de route, hein, mais c'est un simple disque. Mais par contre, c'est un freinage radial. Et ça freine les enfers, hein, c'est du Brembo. J'ai l'impression que c'est un simple disque de GS en fait. Mais de GS 1300, tu vois. Et ouais, il y a une attaque, l'attaque est pas hyper violente, mais il y a énormément de puissance. Allez, tu veux peut-être que je te montre l'instrumentation. Bon, pour moi, c'est pas une priorité, l'instrumentation. C'est l'instrumentation de la 1300 GS, sache-le. Donc il y a ça maintenant sur toute la gamme. Je maîtrise pas encore totalement le truc, hein. Tu sais, chez BMW, tu as cette roue là pour contrôler le compteur, là, au Wunderwheel, je crois qu'ils appellent ça. Excusera mon niveau d'allemand absolument déplorable. Comment on sert de ce machin ? Oui, voilà, bon, il y a plein de trucs. Il y a un mode sport, c'est génial, merveilleux. Et là, oh là là, t'as l'inclinaison carrément en degrés.
c'est complètement fou. Et tu as même la puissance de freinage, ça va être génial. Donc ouais, c'est une instrumentation qui est certes un peu ancienne, hein, parce que sur les GS, c'est 2018 je crois, mais qui a très bonne réputation. C'est une instrumentation de grande qualité, il y a toutes les informations dont tu as besoin là. Ça reste une référence du marché, hein, cette instrumentation. Tu as un panel électronique vraiment de grande qualité qui agit autant sur l'ABS que le traction control ou l'anti-wheeling. Donc ce mode enduro et ce mode enduro pro que tu as en option sur la version Trophy, c'est un mode qui va te permettre de laisser glisser la moto et de couper l'ABS sur l'arrière. BMW, ils ont vraiment bonne réputation sur leur traction control. Ils sont vraiment très bons là-dessus. Pour moi, ça sert pas à grand chose, mais je peux me tromper. Pour l'instant, je n'ai jamais eu de moto où le traction control était quelque chose de pertinent en off-road. Mais c'est lié à ma pratique, hein, donc on verra en utilisation off-road si ça peut aider. Ça peut sûrement aider dans certaines conditions et particulièrement pour un débutant, effectivement. Ou si tu as des pneus inadaptés et que tu te retrouves dans la boue, par exemple. J'espère que c'est pas mouillé. C'est mouillé, bien sûr. Oh. Moi je te dis que c'est ta possibilité de bloquer la roue arrière, hein, en bloquant le moteur, ça va être un problème. J'en suis persuadé. Ça va être un problème parce que quand la meule elle va commencer à reculer dans les cailloux, si tu n'as pas le réflexe d'appuyer sur ton frein arrière, et ben ça va mal se terminer. Parce que si elle commence à partir en arrière, là c'est catastrophique. Hein. Une moto qui part en arrière, et bien tu n'as pas toujours le réflexe de bloquer ta roue arrière. Hein. Je vois très bien comment ça peut se passer, tu vois. Tu accroches au levier de frein, tu bloques l'avant, mais la roue avant, ça ne suffit pas pour bloquer une moto qui descend. C'est l'arrière qu'il faut bloquer. Hein. Ouais, quelques incertitudes. Pour le moment, je suis dans le doute. J'espère être agréablement surpris. Je suis assez impatient quand même de faire le test off-road. La finition de la moto, eh bien la finition elle est plutôt haut de gamme. Hein. Je te garantis qu'il n'y a rien qui fait cheap hein, sur cette moto. Tout est parfaitement assemblé. Les plastiques semblent de qualité. La peinture est très belle. Il y a quelques brisants un peu dégueulasses. Tu fais pas attention parce qu'il y en a certains, c'est moi qui les ai ajoutés. Donc ouais, finition haut de gamme, esthétique pour moi très réussie hein, de cette moto, mais ça c'est tout à fait subjectif. Je peux te dire qu'il y a très peu de chauffe. Alors la dernière moto que j'ai essayée la semaine dernière, c'était la CF Moto 1000 MTX. C'est un véritable four. Bien là, je sens aucune chaleur en fait. Hein. C'est jamais très bon signe, tu sais, quand tu sens une énorme chaleur au niveau du moteur, ça peut vouloir dire aussi que c'est un moteur qui tourne pauvre, quoi. L'éclairage, je n'ai pas testé pour le moment, mais il semble de très bonne qualité. C'est un éclairage LED, hein, bien sûr. Et d'une manière générale, oui, c'est une moto qui respire la qualité. Alors, c'est pas un comparatif, hein, mais ça semble quand même plus premium et sérieux que certaines autres marques. Ce qui est pour moi très rassurant sur cette moto, c'est que c'est une moto qui a absolument rien à voir avec la GS 310. Hein. C'est un modèle complètement différent. Ça me rassure parce que la GS 310 c'était moche. Allez, est-ce qu'on va s'aventurer là-dedans? Évidemment, les pneus route. Alors, je sais pas si tu as vu le profil des pneus, mais c'est pour moi c'est pas 50-50 là, c'est 10% chemin, 90% route quoi. Oh, c'est beau. J'ai quand même peur de cramer l'embrayage en tout terrain. Je me demande bien si je vais pas partir avec un embrayage quand même de rechange. Par contre, oui, c'est une moto à l'orientation pas aussi off-road que ce à quoi je suis habitué, et honnêtement je me demande bien ce que ça va donner quand je vais la jeter dans les pierres en Moldavie. Peut-être fait une connerie de partir avec ça, mais bon. Ouais, info qui peut t'intéresser aussi, j'ai commencé à démonter le machin là pour brancher mes accessoires électriques. C'est un enfer hein, ces motos là, il y a du plastique partout, il y a des clips, enfin tu vas pas la démonter comme ça. Par exemple, tu tombes dans une rivière, tu remplis la boîte à air de flotte, là pour accéder à la bougie, bon courage, hein, parce qu'il faut sortir tout l'habillage et le réservoir. Et là je te dis que c'est pas une moto d'enduro, hein, ça se fait pas avec la clé de 8 en 10 minutes. Hein. Tu sais, dès qu'il y a une présentation de moto sur internet, t'as toujours énormément de critiques et des gens scandalisés. La DRZ4S c'était le prix, la KLE c'était la garde au sol, et celle-là, la GS, c'est les routes 19 et 17. Alors peut-être qu'il faudrait dédramatiser, souffler un bon coup avant de poster. Je suis le premier à le faire hein, justement, mais je me donne des conseils à moi-même aussi, tu vois. Cette monte 19-17, elle est cohérente dans le sens où ils ont vraiment eu envie de faire une mini GS. Eh bien c'est la monte d'origine des GS 1300 hein, tout simplement. Alors je dis pas que c'est une bonne chose hein, d'avoir une route 19 à l'avant pour le tout-terrain, moi ça m'arrange pas vraiment, et surtout en termes de monte
monte de pneus, c'est un peu la merde. Mais pour moi, cette route 19, eh bien, ça va pas entraîner une explosion du véhicule au premier contact avec un chemin. Ouais, les roues, la montée en 19, 17, pour moi, eh bien, c'est quand même quelque chose qui est pas vraiment adapté au tout-terrain. Et je comprends qu'ils veulent garder cette filiation avec la GS 1300, mais ça limite énormément le choix en fait en termes de monte pneumatique. Et trouver un pneu à crampons de qualité dans ces dimensions, eh bien, c'est quand même moins facile aujourd'hui. Allez, c'est parti pour la session off-road extrêmement intense. Donc là, c'est digne bien sûr de l'Erzberg, hein, carrément. Et bien, ce que je peux te dire, ouais, c'est que c'est une position qui me semble vraiment très naturelle. C'est vraiment ferme. J'espère que ça va s'assouplir parce que, ouais, c'est ferme. On peut bien charger l'avant. La position est pour moi droite, hein, je trouve, en debout sur les repose-pieds. Ah, c'est très confortable. Le frein a l'air vraiment méchant, hein, donc j'ai pas encore tiré sur le levier, mais il y a du lourd. Oh là là là, cet embrayage est vraiment très bizarre, hein. C'est vraiment surprenant, ouais. La critique que j'ai beaucoup vu revenir aussi sur les réseaux, c'est la question du lieu de fabrication de cette BM. Oui, cette BM est assemblée en Inde, tout à fait. Par contre, tu vois, quand Kawasaki produisent leur KLE 500 en Thaïlande, personne n'en parle. Quand Honda produisent une partie de leur moto, dont la 300 CRFL en Thaïlande, pareil, c'est jamais évoqué. En fait, si tu regardes, aucune moto du segment A2 aujourd'hui est produite au Japon ou en Europe, hormis la Suzuki, la DRZ4S. Suzuki qui a fait crier tout le monde quand elle est sortie parce qu'elle était trop chère. Bah oui, elle est produite effectivement au Japon, donc c'est un peu cohérent qu'elle soit plus chère que les autres. La KTM 390 Adventure et Enduro, elle est produite et développée en Inde par Bajaj. La Royal Enfield, évidemment, elle est produite et développée en Inde aussi. La CF, c'est la Chine, la Kawa, c'est la Thaïlande ou Taïwan, je sais plus. Et celle-là, c'est l'Inde, chez TVS. Ils ont insisté, BMW, et le youtubeur que je suis reprend les éléments de langage de la marque. Ils ont insisté pour dire que c'était une moto qui était entièrement développée par BMW en Allemagne, mais assemblée chez TVS. Ils insistent aussi pour dire que cette base moteur ou tout le reste ne se retrouvera pas chez TVS. Tu n'auras pas une TVS 450 Rallye. Pour moi, dans les points négatifs de cette moto, je trouve quand même qu'il manque un régulateur. Pour le prix, ils pourraient quand même se permettre de mettre un régulateur dessus. Il n'y a pas de raison, hein. Il y a un ride-by-wire. Ils peuvent tout à fait l'intégrer. Il y a le shifter, il y a l'IMU à 6 axes, il y a tout au niveau électronique. Ok, donc le shifter vient de s'activer, je sais pas pourquoi, la moto à 10 km, là maintenant il est actif. Il est d'une douceur phénoménale, quoi. J'ai jamais eu un shifter comme ça. Les rapports ils passent à très bas régime et même avec une très très faible ouverture de la poignée, c'est ultra transparent, c'est génial. Heureusement qu'ils n'ont pas raté, foiré leur shifter. Parce qu'avec un embrayage ERC comme ça, un shifter foiré, ça aurait été vraiment catastrophique. Ah ouais, c'est un vrai bonheur, hein. Waouh, c'est une autre moto, ouais, avec le shifter. Je sais pas si sur la finition d'entrée de gamme, sans aucune option, tu l'as. Mais pour moi, si tu achètes cette moto, il faut que tu aies le shifter. Je sais pas par contre s'il faut que tu aies la boîte ERC. Je peux pas te dire pour l'instant, je suis très perturbé, hein. Mais bon, je commence juste à rouler avec, hein, donc il va falloir attendre. Ah ouais, le shifter, incroyable. Bon, et autre point négatif, bien sûr que j'aurais voulu une déclinaison un petit peu plus off-road. Mais par contre, non, pas une version Adventure avec un réservoir énorme de 22 litres. Là, je verrais vraiment pas l'intérêt sur une moto comme ça. Mais par exemple, eh bien, une monte de roues, tu vois, avec des jantes à rayons d'origine en 21-18 et déjà des crash bars d'origine, ça vaudrait peut-être le coup. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu des vibrations ? Moi je trouve qu'il y a un petit peu des vibrations. Alors c'est sans commune mesure avec la KLE qui a un calage à 180 degrés et qui vibre énormément. Là c'est un calage particulier, un arbre d'équilibrage il me semble. Ils en ont pas mis deux pour des raisons de compacité. Il va falloir un peu de temps pour que je te dise si ça vibre ou pas. Mais déjà ça vibre moins que la KLE. La CF ne vibre que très peu. Je m'aperçois que j'ai oublié de te parler d'un truc important quand même, le prix. La sonorité est plus proche quand même d'un moteur calé à 180 degrés
qu'un Bi à 270, hein, clairement. C'est assez flagrant. Hein. C'est vraiment compact. Hein. Compact, très léger, ouais. Ouais, c'est cool. J'aime bien. Ça tombe bien parce que je l'ai payé 9000 balles, alors quand même... ça m'arrange un peu que j'aime bien quoi. Le prix de base de la moto c'est 7500 €, la version de base que personne ne va jamais acheter évidemment. Ensuite tu as plusieurs finitions, tu as une finition sport et la finition la plus haute c'est la finition trophy, c'est celle que tu as sous les yeux. C'est 8200 € en finition trophy. Dessus tu as le sabot moteur, le shifter pro indispensable, l'embrayage ERC, les poignées chauffantes, je sais plus si elles sont de série ou si c'est en option sur la version trophy. Le seul accessoire qui est présent sur cette moto actuellement c'est les crash bars, les protections moteur et bon j'ai une tablette aussi dessus que j'ai montée moi-même. Donc 8200 € tu as tout. C'est totalement faux bien sûr, tu n'as pas tout, il manque quelque chose d'essentiel. Qui est manquant aussi sur cette moto ici, c'est les jantes à rayons. Et les jantes à rayons, eh bien il y en a pour 1000 € supplémentaires. Et cette moto, elle vaut plus 9000 € que 7500 € dans son tarif de base. 9000 €, est-ce que c'est beaucoup? Pour la catégorie, oui, ça commence à être beaucoup si tu compares avec une CF Moto 450 MT qui est à 6000 €. Mais pour moi, c'est une moto qui en offre beaucoup plus. En termes d'innovation et en termes aussi... si ça t'intéresse, moi pas du tout, hein, d'électronique. Là, sur cette moto, tu as les poignées chauffantes et des poignées chauffantes de grande qualité, comme d'habitude chez BMW. Tu as un compteur de grande qualité, tu as le traction control, l'anti-wheeling. Donc en termes d'électronique, elle est assez avancée. Mais oui, comme je te l'ai dit déjà tout à l'heure, moi j'ai acheté cette GS et pas la CF parce que j'estime qu'elle est supérieure en termes de fiches techniques. Pour son poids et sa puissance, je te rappelle que la MT c'est 42 chevaux pour 194 kg et là tu es sur 48 chevaux pour 178 kg. Donc cette différence de poids elle est flagrante et elle le sera d'autant plus si tu fais du off-road avec. Et honnêtement j'espère que tu vas faire du off-road avec cette moto. Hein. Ça me semble indispensable. Hein. Avec un poids si faible, elle est faite pour quoi. Je vais quand même peser avec le plein parce que s'ils ont menti et qu'au final la Brel elle fait 190 kg, bah déjà j'aurais pas l'air con à te raconter les conneries, mais en plus bien ça me poserait un gros problème. Ils sont pas réputés pour être trop menteurs hein, chez BMW en termes de poids. C'est pas le genre à te mettre une donnée sur le site officiel et que en fait tu pèses et il y a 12 kg de plus quoi. Suivez mon regard. Bien sûr je ne vise personne en disant ça, aucun constructeur concurrent. Effectivement il faut que tu essaies hein, parce qu'on n'achète pas une moto sur la fiche technique. Cette moto elle a une très grande légèreté et ça pour moi en off-road, c'est indispensable. Ils se sont pas contentés de suivre la concurrence, de faire la même chose avec les mêmes caractéristiques, parce qu'ils savaient très probablement qu'ils ne pourraient pas lutter face aux Chinois. Et bien là, pour moi, ils ont fait mieux. Voilà, 14 kg de moins sur une moto, de même cylindrée, bah, c'est mieux. Ils ont fait plus puissant et plus léger. Et autant sur route, on s'en fout un peu de la puissance et de la légèreté, bah en tout terrain, c'est essentiel. Et surtout, la légèreté. La puissance, on s'en tape aussi. Je l'ai acheté aussi parce que esthétiquement, c'est une moto qui me plaît beaucoup. Et c'est une moto que j'aime regarder quand je l'ai dans le garage et que je m'apprête à la sortir, où je me dis ah ouais c'est cool. Et pour moi c'est ça qui fait que j'achète une moto, c'est pas seulement un prix. Au-dessus de la MT, tu as la KLE 500, donc qui est à 6550 et 7450 €. Ça peut être pertinent, effectivement. Elle a des accessoires similaires, hein. Tu sais, elle a déjà un sabot moteur, des protège-mains et un écran de meilleure qualité aussi que la version standard. Toi de faire un choix, il faut peut-être que tu attendes d'avoir vu plusieurs comparatifs quand même sur ces différentes motos et d'avoir vu des tests un peu poussés. Moi pour l'instant dessus là sur la BM je peux pas me prononcer étant donné que je l'ai pas essayé en off-road. Ah et puis tu constateras que je parle pas des monocylindres hein, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'offres en monocylindre tu sais chez les 450 A2 mais j'estime que bien c'est pas tout à fait la même catégorie. Je parlerai de ces monocylindres A2 un petit peu plus tard sur la chaîne, je pense en septembre ou en octobre. Je leur dédierai probablement plusieurs vidéos. Il faut que j'arrête de mettre le point mort. Hein. Est-ce qu'on trouve le point mort? On trouve le point mort moyen quand même. Hein. Ouais, si on trouve quand même assez facilement le point mort. Mais attends, j'y pense. Pourquoi tu mettrais le point mort? En fait, il n'y a aucune raison de mettre le point mort sur cette moto. En fait, sur cette moto, on ne met jamais le point mort. Alors, tu penses que j'avais trouvé la licorne? C'est la JPPR7.
et je lui ai préféré un Arval. Bon, la question qu'il faut se poser aussi, c'est est-ce que partir avec la meilleure moto pour l'aventure, c'est encore l'aventure? Ou est-ce que l'aventure, c'est pas justement partir avec une moto un peu inadaptée? Parce que ce qui est marrant, c'est se retrouver à devoir la porter, la tirer avec des sangles seul au Kosovo dans la boue, puis se rendre compte que seul, c'est totalement impossible, puis cramer l'embrayage, déshydratation, décès, game over. En fait, tu vois, il y a un tout. Et ce tout, c'est la finesse de la moto, la légèreté générale et cet embrayage centrifuge et ce shifter totalement transparent. Et c'est ces 4 éléments qui font que cette moto est vraiment extrêmement agréable à conduire. Du moins sur route. Dans la prochaine vidéo, je te montre tous les accessoires et l'équipement que je vais utiliser sur cette moto pour mon voyage. Et ensuite, eh bien, je vais faire en sorte de te tourner un essai off-road digne de ce nom. Tu sais ce qui serait très con de faire avec ce moto, ce serait une rando enduro. Ça, ce serait bien débile. Quand j'aurai reçu les jantes à rayons et les pneus, compte sur moi pour l'emmener. On va voir ce que ça donne. Si je pars avec, je te fais une vingtaine d'épisodes au cours du voyage et tu verras l'évolution de cette moto. Et si ça casse au milieu des Carpates, tu le sauras aussi. Et là, on aura la réponse à la question, est-ce que j'ai vraiment fait une connerie en achetant cette moto pour un voyage comme ça?